Bonjour, je m'appelle Oliva Kerman et je vais vous raconter ma biographie langagière en dessin. Alors voilà, je suis née le 26 novembre 1999 à Colmar, en Alsace, dans le nord-est de la France. Et comme mon nom de famille l'indique, je parle alsacien, allemand et je bois de la bière. Malheureusement, aucune de ces affirmations n'est vraie. Et à part Jetzt geht's los et Allez hop la guys, on va dire que mon alsacien est et a toujours été très limité. À la maison, on parlait exclusivement en français, comme toute famille monolingue qui se respecte. Le français est donc ma langue première, c'est-à-dire ma première langue de socialisation, et c'est également ma langue maternelle, car elle correspond à la fois à mon parler familial vernaculaire et à ma langue de référence apprise à l'école, selon le concept composite de langue maternelle de Louise Daben. Jusqu'ici, tout allait bien, rien à signaler. Tous les ingrédients du monolinguisme et du monoculturalisme étaient réunis. Mais tout a basculé le 22 juin 2007, lorsque mes parents eurent l'idée saugrenue de s'installer à plus de 10 000 km de là, à l'île de la Réunion. Là-bas, on observe une situation de diglossie, c'est-à-dire que plusieurs langues coexistent sur le même territoire et ont des statuts et des fonctions sociales différentes. Je me suis alors retrouvée à parler français en classe, comme quand j'habitais en Alsace, mais cette fois-ci, une seconde langue de socialisation s'est imposée à moi, le créole réunionnais. O témounoir, tifisorei laigenkos créolte. Eh oui, car si je voulais me faire des amis à l'école primaire, je n'avais pas d'autre choix que d'apprendre le créole sur le tas. C'est donc au fil des rencontres dans la cour de récré que j'ai petit à petit appris à comprendre et à parler le créole réunionnais dans un contexte d'apprentissage homoglotte, informel et uniquement à l'oral. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que je ne le parle plus et je pense que l'expression la plus appropriée pour qualifier mon rapport à cette langue est celle du bilinguisme de réception. C'est également à la rentrée 2007 que j'ai commencé à avoir de très légers cours d'anglais qui ont remplacé 2 ans d'également très légers cours d'allemand que j'avais reçus en CP et en CE1 avant d'arriver à La Réunion. Pour vous donner une idée, mon allemand se résumait alors à 1, 2, Papagei, 3, 4, Offizier et mon anglais aux adjectifs de couleur et de personnalité. En 2011, nouveau changement de cap. J'atterris cette fois-ci à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. C'est à ce moment fatidique que j'ai coché la case latin sur mon bulletin d'inscription en classe de 5e et que j'ai gaiement appris à décliner rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa, rosae, rosae, rosas, rosarum, rosis, rosis, entre autres petites joyeusetés de la grammaire latine. Et c'est 1 an plus tard, en septembre 2012, que l'espagnol est finalement entré dans ma vie. Et attention, je vous préviens tout de suite, il n'était décidément pas prêt d'en sortir. J'aimerais d'ailleurs vous faire part d'un souvenir ayant eu lieu en cours d'espagnol au collège. Ma professeure de l'époque nous enseignait la grammaire d'une façon peu conventionnelle. Par exemple, pour apprendre la conjugaison de l'auxiliaire haber, on faisait une chorégraphie tous ensemble en classe, appelée le Tetris. Et ça donnait ça. E, as, a, hemos, habéis, an. Je poursuis donc l'apprentissage scolaire de l'espagnol et de l'anglais jusqu'au bac, toujours dans un contexte alloglotte, suite à quoi je postule en double licence mention langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, ou plus simplement LLCER, à l'université Grenoble-Alpes. C'est à ce moment-là que ma vision de l'espagnol bascule, suite à une rencontre merveilleuse avec un jeune Colombien qui deviendra plus tard l'un de mes meilleurs amis, et qui me poussera à voyager en Colombie l'été suivant. C'est donc le 1er juin 2018 que je débarque pas du tout fraîchement à l'aéroport José María Córdoba de Medellín et que s'ouvre à moi le merveilleux monde de l'espagnol dit paisa que si je caricature beaucoup ressemble à Hola bebé, ¿qué más pues? Bien y vos, ¿qué hubo mijo? Puis, 1 an plus tard, je suis partie étudier ma 3e année de licence à San Andrés Cholula, dans l'état de Puebla, au Mexique, et on va dire que mon espagnol a une fois de plus subi des changements radicaux, de type « mande » et « no mames, güey ». Au fil des rencontres et des voyages, l'espagnol a peu à peu occupé une place au moins aussi importante que le français dans ma vie. Je le parle avec mes amis, dans la rue, avec des inconnus, à l'université. Partout, sauf avec ma famille, en somme. L'espagnol est ainsi devenu ma langue de cœur,
celle que j'ai choisi d'embrasser et à travers laquelle je me suis construite en tant qu'adulte et j'ai évolué. Autrement dit, selon la notion de distance de Weinreich, mon degré de xénité avec l'espagnol n'a cessé de se réduire. C'est le cas de la distance symbolique en particulier, puisqu'aujourd'hui, l'espagnol fait pleinement partie de moi et de mon identité, aux côtés du français et d'autres langues, et je n'imagine pas être moi sans communiquer, écrire, converser, danser, vibrer et finalement vivre en langue espagnole. Puis, à la fin de l'année 2019, j'ai décidé de me lancer plus ou moins toute seule dans l'apprentissage du portugais brésilien. J'ai un rapport extrêmement positif à cette langue, car je la parle dans des moments de joie et d'amitié toujours informels, dans lesquels faire des erreurs n'est pas sanctionné et où, au contraire, s'exprimer en portugais est extrêmement valorisé et apprécié. Je considère le portugais un petit peu comme la petite sœur de l'espagnol dans ma vie et dans mon cœur. J'ai ensuite fait une étrange et furtive rencontre avec le nahuatl, une langue indigène mésoaméricaine. Mais il se trouve que le cours que je suivais portait exclusivement sur le nahuatl classique, c'est-à-dire tel qu'il était parlé et écrit au XVIe siècle, lorsque Hernán Cortés et son équipe de conquistadores sont débarqués au Mexique et colonisé le territoire. C'était donc un cours très théorique, grammatical, mais aussi culturel, qu'on pourrait comparer au cours de latin que j'avais suivi au collège, et qui m'ont tous les deux permis de consolider mes connaissances en linguistique et en grammaire. Puis, une fois ma double licence en poche, il a fallu choisir ce que j'allais faire à la rentrée 2020. Et c'est là qu'après avoir sévèrement galéré à m'inscrire sur Parcoursup, et vraiment je vous jure, j'ai vraiment eu du mal, j'ai finalement postulé en première année d'arabe débutant à Grenoble. Alors voilà où nous en sommes, en septembre 2020, alors que je m'apprête à faire le grand saut dans la découverte du chinois.